Bonjour, cette vidéo c'est donc une petite vidéo pour la révision, pour la préparation de l'examen de biologie, la partie excrétion, l'appareil urinaire. Donc je vous ai fait une petite diaporama sous forme de questions-réponses. Vous voyez une coupe de rein et vous voyez la partie externe qui est ce qu'on appelle le cortex et au milieu nous avons la médula et à l'intérieur du médula nous avons des pyramides de Malpighi que vous avez pu observer au moment de la séance de dissection. Voilà, donc question-réponse, excrétion. On y va tout de suite. Ça c'est l'appareil urinaire avec les deux reins et les deux uretères qui relient les reins au, à la vessie et nous avons l'urètre à la fin. Quels sont les rôles des reins? Alors, les reins, dans un premier temps, ils vont faire la régulation du pH sanguin. Ils vont justement s'occuper de l'excrétion des déchets métaboliques et en particulier des déchets azotés qui se trouvent dans le sang. Donc, les reins vont filtrer, on peut dire, vont faire le nettoyage du sang. Un troisième rôle, puisque c'est grâce à la filtration réalisée par les reins que dans le sang, un certain nombre de matières telles que le glucose, les minéraux, calcium, sodium, potassium, vont avoir des concentrations constantes. Alors, on peut dire que les reins participent au maintien de l'homéostasie. L'homéostasie, quelque chose que vous connaissez bien depuis longtemps, depuis les glandes endocrines. Quatrième point, alors les reins ont une autre fonction, attention à ne pas confondre avec les glandes surrénales qui se trouvent sur les reins et les glandes surrénales, le rôle c'est uniquement la fabrication d'un certain nombre d'hormones, mais les reins eux-mêmes, ils vont produire un hormone qu'on appelle érythropoïétine et l'érythropoïétine, c'est un hormone qui va stimuler la production de globules rouges dans la moelle osseuse. Ce ne sont pas les reins qui vont produire les globules rouges, mais l'hormone érythropoïétine produit par les reins va donc stimuler la moelle osseuse pour la production de globules rouges. Les globules rouges donc contiennent l'hémoglobine et ce sont des cellules sanguines et qui se sont spécialisées dans le transport d'oxygène, O2 et de CO2 et du dioxyde de carbone. Un dernier rôle qu'on doit mentionner en ce qui concerne les rôles des reins, en cas de jeûne prolongé, eh bien, lorsque l'individu n'a pas mangé depuis longtemps, pendant un jeûne prolongé, eh bien, les reins vont produire des molécules de glucose, parce que l'individu se trouve en hypoglycémie, ils vont produire des molécules de glucose à partir d'acides aminés et de glycérol. Donc, on peut dire que les reins ont également un rôle hyperglycémiant lorsque le jeûne est prolongé, lorsque l'individu n'a pas mangé depuis une certaine période. Comment l'excrétion participe à l'homéostasie? Nous avons tout à l'heure, parmi les rôles du rein, donc bien dit que les reins avaient un rôle important dans le maintien de l'homéostasie. Et comment ils vont participer à cette homéostasie? Donc les déchets azotés et tout ce qui est toxique vont être évacués. Évacuer, je vous le rappelle, veut dire tout simplement être jeté à l'extérieur de l'organisme et les reins vont jeter tous ces déchets azotés et tout ce qui est toxique, les reins vont vont les mettre à l'intérieur de l'urine. Donc la régulation du pH sanguin, on l'a dit, la régulation de l'équilibre hydrostatique fait partie également du maintien de l'homéostasie réalisée par les reins et la régulation de la quantité de minéraux dans le sang. Alors, tous les minéraux qui se trouvent dans le sang ne vont pas être jetés directement dans l'urine, mais seulement s'ils se trouvent en quantité abondante, en quantité en plus de la quantité normale. Donc ça aussi, c'est un mécanisme de régulation. Une autre question, bien sûr, une question fondamentale, donc l'appareil urinaire, l'appareil excrétoire, le rôle des reins, ça sera la formation de l'urine. Quelles sont les étapes de la formation de l'urine? Nous allons dans un premier temps avoir la filtration, ensuite réabsorption et la sécrétion. Et pour vous rappeler
que la filtration, c'est un phénomène passif qui ne nécessite pas d'énergie, tandis que la réabsorption, et la sécrétion, ce sont des phénomènes qui vont nécessiter de l'énergie, qui vont consommer de l'énergie. Qu'est-ce qu'on trouve dans le filtrat? Alors, je peux formuler la question autrement. Quels sont les éléments qui passent dans le capsule de Bowman, au moment de la filtration, qui est donc la première étape de la formation de l'urine? Je vous rappelle que le sang sera filtré dans un premier temps au niveau du capsule de Bowman dans les néphrons. On va voir une petite image de néphrons tout à l'heure. Eh bien, sauf les grosses molécules et les cellules sanguines, pratiquement tout passe dans le capsule de Bowman. Et ce premier liquide, qu'on appelle également l'urine primitive, et dans ce premier liquide, qui sera très différente de l'urine finale, attention, on va trouver glucose, acides aminés, certaines vitamines B, C, de l'eau, du sodium, de chlore, du potassium, de HCO3 et de la créatinine. Eh bien, le filtrat, ce n'est pas l'urine finale, mais c'est la première urine, c'est le liquide qui passe le capsule de Bowman et qui va donc traverser les canaux du néphron. Beaucoup d'éléments qui sont importants et indispensables à l'organisme vont passer, mais bien évidemment, la plupart de ces molécules, de ces substances chimiques, vous ne les trouverez pas dans l'urine finale chez un individu en bonne santé, puisque il y aura la réabsorption. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le filtrat? On trouve énormément de choses et des choses très importantes pour le corps. Et notre prochaine question, donc vous voyez le néphron, ici c'est le capsule de Bowman et dans la bouche du capsule de Bowman, vous avez les capillaires glomérulaires, le sang vient avec une pression très forte et il est filtré à ce niveau-là, donc le sang et les éléments qui se trouvent dans le sang passent par le capsule de Bowman dans les canaux du néphron. Voilà. Et cette région, c'est le glomérule. Et voilà, la filtration, première étape de la formation de l'urine, va se faire à ce niveau-là. Et le liquide qui va se trouver dans cette région, c'est-à-dire dans le tube proximal, on va l'appeler le filtrat. Quels sont les éléments réabsorbés au niveau du tube proximal? Donc vous voyez bien que le filtrat, il a été réalisé, produit, on le trouve dans le tube contourné proximal, mais tout de suite, les molécules de glucose et les acides aminés et certaines vitamines vont être réabsorbées, puisque ce sont une partie de l'eau également va être réabsorbée, certains ions, une certaine quantité, les ions sodium, chlore, potassium vont être réabsorbés également. Donc, il y a dans un premier temps dans le néphron, on voit passer des molécules, mais certaines de ces molécules, on va tout de suite les réabsorber. Que veut dire réabsorber? Ils vont de nouveau passer dans le sang. Mais par rapport à tout à l'heure, la créatinine, par exemple, ne sera pas réabsorbée. Tandis que le glucose et les acides aminés, eh bien, vont faire partie des molécules qui seront réabsorbées à 100%. Quels sont les produits qui passent dans le néphron par sécrétion? On l'avait dit dans le cours, il y a des molécules qui ne vont pas passer par le capsule de Bowman et que vous n'allez pas trouver et qu'ils seront absents dans le filtrat. Mais tandis que ce sont des produits chimiques qu'il ne faut pas garder dans le corps, mais il faut absolument les jeter, il faut absolument les mettre dans l'urine finale. Et bien ces produits-là, ils ne vont pas passer dans les canaux néphroniques par la filtration, mais par un phénomène qu'on appelle sécrétion. Et la sécrétion va se faire au niveau du tube proximal et au niveau du tube distal. Ce sont les médicaments, certains produits chimiques que nous avons inhalés. Ce sont les produits, toutes sortes de produits toxiques chimiques, ammoniac, HCO3-, la teinture, eh bien, tout ça, des produits chimiques qu'il ne faut pas garder dans le corps, mais qui ne peuvent pas passer par le capsule de Bowman par filtration,
ils vont être introduits dans l'urine finale par sécrétion. L'autre question, on a beaucoup abordé ça dans le cours, quelles sont les hormones qui interviennent dans la formation de l'urine? Eh bien, nous avons deux hormones qui interviennent dans la formation de l'urine. Le premier, c'est étant ADH, qu'on appelle également vasopressine. ADH, je vous le rappelle, il est sécrété par la neurohypophyse, mais il est fabriqué par l'hypothalamus. Et nous avons un autre hormone, aldostérone, qui va jouer un rôle dans la réabsorption de certains minéraux et de l'eau. Aldostérone étant fabriqué et sécrété par les glandes surrénales. Un petit détail, mais ça vous ne l'aurez pas à l'examen, je vous le rappelle parce que nous avons fait les glandes endocrines, eh bien la sécrétion de l'aldostérone par les glandes surrénales, il est sous le contrôle d'un hormone hypophysaire fabriqué et sécrété par l'adénohypophyse qu'on appelle ACTH. Quels sont les produits, molécules qu'on trouve dans l'urine finale? Bien évidemment, tous les déchets azotés, tels que l'ammoniac, l'acide urique, l'urée, on va le trouver dans l'urine finale. Ils seront jetés à l'extérieur du corps. On va les trouver dans l'urine. Bien évidemment de l'eau. L'excès de l'eau va se trouver dans l'urine. L'urine est majoritairement composée de l'eau. Et nous allons avoir des ions comme calcium, potassium, sodium, chlore, phosphore. Également, nous allons les retrouver dans l'urine finale. Quelles sont les deux régions du néphron où on observe la réabsorption et la sécrétion? Les deux. Eh bien, les deux régions du néphron où on trouve et de la réabsorption et de la sécrétion, je vous rappelle que la réabsorption et la sécrétion, ce sont les deux étapes de la formation de l'urine qui nécessitent de l'énergie. Eh bien, ça sera le tube proximal et le tube distal. Mais bien évidemment, dans le anse en lait et dans le tube collecteur rénal, on pourra trouver de la réabsorption, uniquement de la réabsorption. Et pour terminer, d'une façon générale, donc, quelles sont les caractéristiques des capillaires glomérulaires? Alors, les capillaires, vous savez ce que c'est, lorsque nous avons fait la respiration et la circulation, nous avons bien vu qu'il y a des capillaires au niveau des tissus, des organes, pour apporter de l'oxygène à tous les organes, à tous les tissus, à toutes les cellules qui constituent les organes et les tissus. Et il y a des capillaires au niveau des poumons. Alors les capillaires tissulaires et les capillaires pulmonaires, ce sont les deux types de capillaires qu'on a vus avant d'aborder l'excrétion. Mais les capillaires qu'on trouve au niveau des néphrons, donc dans la bouche du capsule de Bowman, ils sont un tout petit peu différents des autres capillaires que vous pouvez trouver dans les autres régions du corps. Quelles sont ces caractéristiques? Alors, les capillaires glomérulaires se trouvent entre deux artères. La pression sanguine est 2 fois plus importante que celle des capillaires tissulaires. La pression sanguine est très importante au niveau des capillaires glomérulaires et c'est grâce à cette pression élevée qu'il y a une filtration qui se fait au niveau de capsule de Bowman. Et au niveau des capillaires glomérulaires, il y a filtration mais pas absorption, c'est-à-dire que le passage des molécules se fait uniquement dans un seul sens, donc les molécules passent des capillaires glomérulaires dans le capsule de Bowman et jamais dans l'autre sens. Une petite explication, pourquoi la première phrase constitue une caractéristique des capillaires glomérulaires? Eh bien, en général, dans le corps humain, ce qu'on appelle les capillaires Kurjal-Damalaj se trouvent toujours entre une artère et une veine. Donc, il y a échange oxygène-CO2. Mais au niveau des capillaires glomérulaires, on voit que les capillaires glomérulaires se trouvent entre deux artères. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques des capillaires glomérulaires. Voilà.